Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. I have the honor of J'ai saying le good morning to grand you all, and I'm honneur de introducing vous souhaiter Sir Mark Thompson, our first speaker, bonjour for et introduire notre opening premier remarks. intervenant, Monsieur Mark Thompson. Mark is the chairman, Mark CEO, and editor-in-chief est of le PDG CNN, and today he et is also the co-chair éditeur en of the chef de International Fund for CNN, Public Interest mais Media. également le Please, Mark. coprésident du Fonds international pour les médias d'intérêt public. Très bien, donc je vais essayer de parler assez fort. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à dire que je suis extrêmement honoré de pouvoir inaugurer cette deuxième journée avec une discussion qui met l'accent sur les questions pratiques concernant les besoins urgents de maintenir l'intégrité des informations et des médias indépendants. C'est une question qui concerne bien d'entre nous et qui touche à tous les aspects de notre société. La santé mondiale, le climat, l'économie, la paix et la sécurité et beaucoup plus. Hier, nous avons eu un grand jour pour le futur des médias indépendants. Ici, lors d'une conférence co-organisée par le Fonds international pour les médias d'intérêt public et le Forum sur l'information et la démocratie, 29 pays qui représentent plusieurs régions du monde ont affirmé leur engagement à maintenir l'information et de construire une action forte pour préserver l'information fiable. Donc, merci à tous ces pays qui se sont réunis et aux 5 chefs d'État et de gouvernement, le président Macron, président Mahama, président Sandhu, ainsi que le Premier ministre Patian, qui ont expliqué pourquoi ils se sont engagés. Et merci également au Forum de Paris sur la paix, où tout ce travail a commencé il y a quelques années. Le Forum est un partenaire fiable et continue de l'être. Nous partageons tous l'objectif fondamental de créer de nouvelles coalitions et de réinventer le multilatéralisme. Et ce que je retiens d'hier, c'est que nous avons vraiment l'opportunité de passer au-delà des discours afin de mettre les choses en action et nous pourrons le faire suite à cette reconnaissance du fait que les informations fiables constituent un bien public et est essentiel pour les démocraties saines et nous devons soutenir cela. Nous nous trouvons dans une grande lutte, une lutte qui se perd dans la plupart des pays. Mon travail quotidien, comme a dit Amélie, je suis le PDG de CNN et avant cela des New York Times et de la BBC. Et je tiens à dire que tous les jours de mon travail, je ressens cette lutte. Ces questions sont posées tous les jours. Je parle avec mes collègues qui travaillent pour d'autres organisations médiatiques dans plusieurs pays. J'ai des contacts dans plusieurs pays dans le monde. Et j'observe que c'est un problème partout et nous sommes en train de perdre cette bataille. Et par cela, je ne veux pas simplement dire que les médias perdent la bataille, mais le grand public, les citoyens également. Dans bien des parties du monde, l'accès aux informations libres a presque disparu. Ce qui a été surprenant au cours des dernières années, c'est la façon dont, il y a 10 ans, on pensait que c'était un problème du monde en développement ou un problème où il existait des traditions de non-démocratie. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que cela s'immisce dans le monde développé également. Et la bataille change selon les régions du monde. Mais le fil conducteur est que les ennemis des informations
fiables gagnent en terrain et surtout réussissent à exploiter la distribution par le biais des plateformes numériques qui ne font pas assez pour aider les personnes à distinguer des faits réels et de ce qui n'est pas réel. Et ces plateformes ne font pas assez ou ne font rien du tout ou ajoutent à ce problème de façon active par le développement de leurs plateformes et de leurs technologies. Je vois cela comme un ensemble de menaces qui sont politiques et culturelles et qui se détournent de la vérité et du débat public sur les bases ethniques ou nationales qui mènent à mal les personnes sur plusieurs sujets tels que le changement climatique et les vaccins. Il y a également des problèmes économiques. Vous avez d'un côté les politiques et des intérêts hostiles dans les pays, mais nous vivons également une crise économique. Et comme je l'ai dit, tout cela est dans le contexte d'un environnement technologique qui n'est pas forcément biaisé en faveur de la vérité, mais au contraire, ces entités disent clairement que cela ne les incombe pas, leur incombe pas de dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc, nous voyons qu'ils promeuvent parfois des non-vérités afin de renforcer leurs activités. Maya Reza, l'entrepreneur héroïque des Philippines et lauréate du prix Nobel de la paix, a dit que notre réalité commune s'effondre. Et sans cette réalité commune, cet accord fondamental par rapport à ce qui est vrai et ce que nous partageons et ce que nous pouvons en faire ensemble, nous ne pouvons pas résoudre les autres problèmes existentiels qui ont été évoqués ici au Forum de Paris sur la paix. C'est la raison pour laquelle je suis ravi de pouvoir co-présider le Fonds international pour les médias d'intérêt public. Et j'aimerais vous expliquer ce que c'est. C'est un mécanisme multilatéral qui opère dans tous les continents, dans le monde entier, et nous travaillons également dans plusieurs contextes et nous essayons de façon pratique d'effectuer un changement. Et le changement que nous souhaitons effectuer, c'est d'essayer de renforcer la durabilité et la viabilité des médias indépendants et de trouver des modèles efficaces. Nous ne savons pas par avance le modèle parfait, mais nous pensons que nous allons pouvoir trouver des solutions dans les pays par des entrepreneurs individuels, des journalistes indépendants dans leur propre langue, dans leur propre culture, par le biais de leur propre public. Nous ne sommes pas ici pour imposer une méthode, mais plutôt que de fournir des ressources afin qu'ils puissent trouver les réponses eux-mêmes. Nous existons depuis 3 ans seulement. L'idée a été annoncée il y a 3 ans à ce forum. Et pendant cette période, nous pensons que nous avons accompli plusieurs choses. Nous avons financé 120 médias dans 30 pays et nous souhaitons faire plus. Nous essayons de les aider à évoluer et de toucher de nouvelles cibles avec des informations fiables. Donc, malgré tous les défis, nous souhaitons renforcer leur public et leurs activités et de renforcer donc la durabilité du journalisme. Nous avons lancé plusieurs entités telles que des organisations au Brésil et en Afrique du Sud. Et le sommet sur l'IA de Paris cherche
à promouvoir l'intégrité utilisée dans les modèles de l'IA. Et les données suggèrent que notre modèle de subvention est efficace. Le financement flexible permet aux organisations médiatiques dans le monde de renforcer leurs activités afin d'augmenter leurs revenus et tirer profit des technologies afin d'aider les personnes à avoir accès aux informations fiables. Et cela permet également de maintenir une indépendance des gouvernements. 93% de nos bénéficiaires de subventions disent qu'ils ont pu renforcer leurs revenus. Cela, nous observons et change le contexte médiatique. Et nous avons entendu plusieurs fois hier des personnes qui parlaient de leurs croyances. Par exemple, en Moldavie, le lien entre l'implication IFPIN et la démocratie, la préservation et le renforcement de la démocratie. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase qui a commencé hier. Nous essayons de rassembler 150 millions de dollars pour continuer notre travail au cours des prochaines 3 années et je vous demande tous de vous joindre à nous dans cette bataille. J'aimerais remercier le président Macron pour son soutien philanthropique et politique, ainsi que sa vision qui a été ô combien important pour nous au cours des dernières années. Merci, Président Mahama. Nous sommes honorés que le Ghana sera le premier pays africain à financer le forum. Le Luxembourg va également financer le forum à partir de l'année prochaine et nous essayons que nous allons pouvoir maintenir cet élan et engager d'autres gouvernements et d'autres organisations afin de faire du bien dans ce monde. Nous démontrons qu'une réponse multilatérale, stratégique et collective est possible et peut fonctionner. Et si nous réussissons à rassembler ce financement, nous pouvons jouer un rôle plus décisif dans la lutte contre cette crise. Et je tiens à dire que nous allons gagner cette bataille. Cela va être une entreprise collective et je pense que toute personne qui assiste à ce forum peut se joindre à nous dans cette bataille. Donc, merci beaucoup de votre soutien et j'espère que nos discussions seront fructueuses aujourd'hui. Je vais donner la parole à Madame Grenier, qui va partager ses réflexions sur le futur de notre écosystème informationnel et pourquoi nous allons continuer de renforcer nos actions multilatérales. Merci beaucoup. Camille, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci beaucoup, merci Marc pour tous ces mots. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis d'être réunis ici aujourd'hui, à la fois les équipes du Forum sur l'information et la démocratie, notre partenaire du Fonds international pour les médias d'intérêt public, l'IFPIM, et l'ensemble des équipes. Je voudrais notamment remercier Pierrick Judéo, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au cours de ces 6 derniers mois pour l'organisation de cette conférence. Je voudrais aussi remercier les équipes du Forum de Paris pour la paix. C'est ma 8e édition et je sais l'engagement de toutes et tous pour nous rassembler pour non seulement ces discussions, comme le disait Marc, mais aussi de l'action, de la coalition et, comme on dit, des livrables. Et enfin, je voudrais remercier les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec qui j'ai le plaisir, là aussi, de travailler depuis quelques années. Et vraiment, depuis la première édition du Forum sur l'information et la démocratie, où on a eu le premier engagement politique sur la Déclaration internationale sur l'information et la démocratie, on se bat. On se bat pour construire des écosystèmes démocratiques, on se bat pour que la technologie soit pétrie de ces principes démocratiques, les principes de transparence, de neutralité idéologique, politique et religieuse, de pluralisme de l'information, de promotion de la fiabilité de l'information. Et on se bat parfois avec des ressources, disons-le, contraintes. Et on porte parfois ce combat à bout de bras.
Et je vais vous le dire aujourd'hui avec presque un peu d'émotion. Je pense qu'on a eu raison de ne pas lâcher. On a eu raison de continuer ces efforts, puisque ça paye. Et très honnêtement, pour celles et ceux qui étaient avec nous hier et qui ont pu suivre les débats, je trouve que les prises de position, l'engagement politique qui a été celui du président de la République, du ministère et puis de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement et des ministres qui ont été pris hier est très fort. Et je pense qu'on a débloqué quelque chose depuis ces dernières 48 heures. Et comme le disait le président de la République dans les petits chats qu'on avait en parallèle, il faut qu'on accélère. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a annoncé hier, on est tout à fait en mesure d'accélérer. Je voudrais faire une petite pause ici pour, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, il y a eu quelques loupés en termes d'organisation et je voudrais ici prendre l'occasion pour m'excuser auprès des partenaires qui n'ont malheureusement pas pu être avec nous dans la salle. Encore une fois, c'était un moment qui était très important pour nous et on espère pouvoir corriger cela dans les mois et les années à venir. Comme je vous disais, on a eu de raison de ne pas lâcher. Hier, on a eu un engagement politique fort, Marc le rappelait, mais on a eu aussi, et pour nous c'était très important, au Forum sur l'information et la démocratie, une série de livrables sur la coordination internationale. Au Forum sur l'information et la démocratie, on travaille à la fois sur la substance, sur la recommandation de politique publique, mais aussi et beaucoup sur la création de coalitions d'action. Et hier, on a notamment annoncé la création d'un groupe de coordination qui rassemble les organisations internationales et les initiatives multilatérales. Et j'ai le plaisir d'annoncer que font déjà partie de ce groupe de coordination internationale le Conseil de l'Europe, l'OSCE, l'Organisation internationale de la francophonie, le secrétariat du partenariat pour un gouvernement ouvert, les Nations unies et l'UNESCO. Et ce groupe va essayer de travailler ensemble à la fois pour mieux coordonner ses efforts, mais surtout pour en augmenter l'impact. Et puis, en ce qui concerne le Forum sur l'information et la démocratie, on a créé un premier groupe rapproché, un comité consultatif qui va nous aider à mieux définir notre agenda, à mieux définir nos priorités et font déjà partie de ce groupe et de ce comité consultatif l'Arménie, le Brésil, le Chili, la France, le Luxembourg, le Portugal et l'Ukraine. Et je voudrais remercier l'ensemble des États qui nous ont rejoints et plus particulièrement le Luxembourg, cher Luc, pour cette contribution financière qui va nous aider dans un moment assez complexe à soutenir nos efforts. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va se parler de l'intégrité de l'information. L'intégrité de l'information, c'est un concept qui finalement est assez récent et comme on le présente parfois, c'est une grande tente qui nous permet à la fois de parler de liberté de la presse et de soutenabilité des médias, mais aussi de la gouvernance d'Internet, de la protection des données personnelles, de la régulation des plateformes du numérique. Et aujourd'hui, on va finalement prendre ce concept parapluie et apporter deux thématiques. La première sur l'intégrité de l'information, sur le changement climatique, et je vais tout de suite appeler mes chers panélistes à me rejoindre. Et puis l'intégrité de l'information à l'ère de l'IA. Donc je vais demander à Kim Younes, Rebecca McKinnon et Laurence Subiana de bien vouloir me rejoindre sur scène. Merci beaucoup et bienvenue. J'espère que tout le monde peut nous entendre. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour cette discussion sur l'intégrité de l'information et le changement climatique. Donc, avec Laurence Subiana, Chief Executive Officer de la European Climate Foundation, Kim Younes, PDG de TV5 Monde, et Rebecca McKinnon, Special Advisor, Global Advocacy, Wikimedia Foundation. We can speak in either French or English. There is live On translation. peut parler en français ou en anglais. Nous avons une traduction simultanée, donc vous pouvez parler dans la langue de votre choix. On voit, et on a notamment vu en France ces dernières semaines qu'il y a toute une série d'évidences, toute une série de preuves sur la montée en puissance de la désinformation climatique. Et on voit à la fois que cette désinformation climatique, elle est utilisée à des fins politiques, mais elle est aussi utilisée pour retarder l'action. Et donc cette discussion qu'on va avoir ce matin s'intègre dans la perspective de la COP30 qui arrive au Brésil dans maintenant seulement
seulement 2 semaines. Je voudrais commencer par vous, Kim Younes. Vous présidez un réseau international, TV5 Monde, et qui couvre bien entendu toute une série d'enjeux, mais le climat et l'environnement en font bien entendu partie. Vous êtes aussi un média de service public qui fait bien entendu face à certains défis spécifiques. Je voudrais juste, on a eu le temps d'échanger en amont de ce panel, mais que vous nous présentiez un peu le rôle pour vous, le rôle des médias, du journalisme, et s'il faut d'ailleurs distinguer les médias du journalisme, dans cette lutte pour les faits. Merci Camille pour cette question. Je vais vous répondre effectivement sur TV5 Monde, mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur le constat, parce que je pense que c'est important de bien qualifier le constat. On est ici réunis parce qu'on se rend compte que la désinformation climatique est devenue massive. On en a des preuves tous les jours. Encore récemment, avec l'ouragan Mélissa, on a vu des vidéos fausses de dévastation avant même que l'ouragan ne touche le territoire. Donc, on en est tous témoins. Et je veux rebondir sur l'étude dont vous parliez, effectivement, dont on a eu des données récentes. Une étude qui a été publiée par 3 ONG, Cota Climat, Science Feedback et Data for Good. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est l'accélération en fait très rapide du phénomène sur les derniers mois. C'est-à-dire qu'il y a 2 données qui me semblent très intéressantes. On a une progression en France sur les médias audiovisuels, puisque je parle de ça. On a une multiplication par 3 des fausses informations à la fin de l'été par rapport au début de l'année. Et la deuxième chose qui me marque, c'est la provenance de ces fausses informations, puisqu'on voit qu'elles sont 6 fois plus présentes dans les médias, et notamment les chaînes d'information continues privées, que dans le service public. Donc c'est un constat qui est très alarmant pour nous, qui nous fait réagir. Et effectivement, la question qu'on se pose en tant que réseau audiovisuel international et multilatéral, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je vais vous rappeler simplement ce qu'est TV5 Monde, parce que je pense que beaucoup connaissent cette chaîne, mais on n'en mesure pas forcément la portée. TV5 Monde, aujourd'hui, c'est le premier média généraliste francophone dans le monde. C'est un média qui est ancien, il existe depuis plus de 40 ans. Il a été fondé à l'initiative de plusieurs gouvernements bailleurs. Il y en a 6 aujourd'hui. Vous avez la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, le Québec et Monaco. Et demain, nous avons vocation à intégrer un certain nombre d'États, notamment du continent africain. C'est un réseau qui est présent dans plus de 200 pays et territoires et qui touche 400 millions de foyers. Donc, on a une marque qui est ancienne et qui est connue très largement à travers le monde. Et on a une force de frappe qui est importante en termes de réseau de distribution. Et ce qu'on essaye de faire avec ce média, puisqu'on a une offre généraliste, c'est de proposer justement une information qui soit une information de service public. TV5 Monde n'a pas d'opinion. Nous sommes neutres, impartiaux, indépendants. Et qui soit une information qui soit la plus robuste possible. Et ça, on le fait beaucoup à travers notre multilatéralisme, puisque le fait d'avoir des regards croisés qui intègrent des partenaires de tous horizons, d'un grand nombre de pays, avec des experts, des journalistes et des personnalités de différents backgrounds culturels, ça nous permet d'avoir un corpus en fait d'informations qui est très précieux. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la désinformation ? On a évidemment, comme tous les médias, vocation à désamorcer les fausses nouvelles. On a des émissions de télévision, on a des référents dans nos rédactions pour faire ce travail qui prend de plus en plus de temps, puisqu'il y a de plus en plus de fausses nouvelles à désamorcer. Mais j'ai envie de vous dire que le plus important pour nous, c'est d'abord de produire une information de qualité. Le meilleur moyen de lutter contre la désinformation, c'est déjà de produire ce contenu de qualité, qui est expert, produit par des journalistes dont c'est le métier. Et j'ai envie d'attirer votre attention sur 2 choses. Qu'est-ce qui nous différencie au fond, comme rédaction de service public ? Ce qui nous différencie de ce qu'on peut voir notamment sur les contenus que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, c'est qu'on hiérarchise les informations. Quand vous avez un journal d'information en télévision, il est éditorialisé, il est organisé. Les contenus ne sont pas mis sur le même plan. Et ça, c'est quelque chose de précieux parce qu'il n'y a que les rédactions de journalistes qui peuvent le faire aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on a besoin de toucher notre public. On se pose souvent la question, certains nous disent, mais est-ce qu'il faut continuer à aller sur les plateformes et les réseaux sociaux ? Puisque finalement, c'est là où il y a le plus de fausses nouvelles. Moi, j'ai envie de répondre que oui, tout en trouvant un équilibre, et c'est ce qu'on fait. On vient de lancer, par exemple, un journal pour les adolescents qui vise les 15-18 ans.
L'objectif est autant d'informer cette cible que de les éduquer aux médias. Et pour le faire, il faut être évidemment là où sont ces jeunes. Donc voilà, en synthèse, ce qu'on essaie de faire, mais il y a beaucoup d'autres sujets, j'imagine, dont on pourra parler. Merci beaucoup. Et malheureusement, un temps très contraint. Je voudrais juste revenir sur un des sujets qui à mon sens, qu'on a vu vraiment monter, c'est l'opinionnalisation, l'éditorialisation de l'information. Et je me tourne vers vous, Laurence Ljubljana. Vous avez porté différents chapeaux, à la fois en tant qu'académique, diplomate, maintenant présidente de la European Climate Foundation. Avec ces différentes casquettes, vous avez dû voir la montée de la désinformation climatique au cours de ces dernières années. On célèbre à la fois les 10 ans des accords de Paris, on est à 2 semaines de la COP. Comment est-ce que vous voyez ce phénomène et qu'est-ce que vous en retirez? D'abord, bravo pour organiser ça. Pour organiser la réflexion qui devient maintenant une réflexion politique reconnue, alors que ça n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc bravo pour le faire, bravo pour ce que fait le fonds, et j'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un tweet du président Trump disant « J'ai gagné la bataille contre le climat parce que le philanthrope et industriel Bill Gates a dit qu'il fallait faire autre chose, s'intéresser à autre chose, notamment la santé et la pauvreté. » On est dans une bataille culturelle, comme vous l'avez dit. On est dans une bataille vraiment culturelle parce que il n'y a pas vraiment d'autres mots, et c'est une bataille. Alors, cette désinformation, on l'a vu se cristalliser beaucoup au cours du sujet du climat, qui fait partie d'un espèce de paquet idéologique qui rassemble le climat, le droit des femmes, la science, un paquet assez bizarre d'ailleurs, mais qui du coup a pris, et ce qui fait que la désinformation sur le climat, elle est très importante, c'est un sujet très important. En gros, l'Observatoire de la désinformation dit en gros 11 à 12%, en tout cas en France, des sujets climat, et qui sont vraiment stratégiques. C'est-à-dire ça vient pas par hasard, c'est cette désinformation, et vous parliez madame des chaînes privées, elle vient à des moments spécifiques par rapport à des enjeux politiques spécifiques, et c'est pour ça que maintenant je parle de moins en moins de désinformation et de plus en plus de propagande. Et quand on se réfère, et on voit comment dans le passé, cette manière d'essayer d'attirer les gens par des formules simples, par tout ce que vous avez dit sur l'opposition, la haine, l'émotion, elle vient réparer des solitudes, et le fait que nous sommes dans une société très fragmentée, mais elle est aussi stratégique. Parce qu'on attaque à des moments précis les manifestations paysannes il y a plus d'1 an et demi, et aujourd'hui certainement la COP30. On va être inondé de fausses informations à propos de 7h30. Alors l'idée maintenant, c'est plus seulement de dire que le climat n'existe pas. Enfin, c'est toujours dit de façon assez, maintenant même à la tribune des Nations Unies, mais d'attaquer les solutions. Les éoliennes... les voitures électriques, tout ça est diabolisé pour vraiment, et c'est pour ça que c'est de la propagande. C'est stratégique, ça répond à des intérêts économiques qui sont évidemment derrière toute cette désinformation. Et du coup, vous l'avez tous dit, donc j'ai pas besoin de le répéter, c'est vraiment le système des plateformes qui a fait monter sans arrêt cette désinformation, évidemment sans le vérifier. Mais surtout, on le voit, quelles sont nos armes par rapport à cela. Bon, il faut faire évidemment le soutien aux médias qui font de l'information. Je trouve ça toujours très beau quand je rentre dans les locaux de France Télévisions de voir une phrase qui est « l'information n'est pas une opinion ». Et ça fait du bien de l'entendre. C'est aussi évidemment la transparence. Il faudrait qu'on arrive à montrer qui paye. Et parce qu'on ne le sait pas suffisamment, malheureusement. Évidemment, je crois qu'il faut que les pays, les gouvernements, et j'espère que c'est le résultat de vos conversations d'hier, s'engagent à de la régulation sur ces plateformes. C'est pas seulement la régulation, la taxation, c'est aussi la régulation sur la manière de travailler. Et c'est aussi, évidemment, comme vous le faites, de soutenir les journalistes. Il y a quelque chose que je voudrais montrer. C'est très difficile
de contrevenir, de contrebalancer ces informations fausses. Ça ne marche pas vraiment. Les check news, c'est important, mais ça ne marche pas vraiment. Je dirais qu'il faut en partie, et je ne sais pas comment on va faire, mais mettre en relation directe non seulement les médias qui sont médias, c'est-à-dire entre eux, mais aussi les citoyens directement entre eux. On a besoin de débats publics pour retrouver ce qui est finalement la seule arme contre ces réseaux sociaux, qui sont la confiance créée parce qu'on connaît les personnes qui sont en face de vous, et qu'il me semble que les médias devraient s'associer à des processus de discussion publique, de participation démocratique, pour qu'on retrouve quelque chose comme le sens de la confiance et de la reconnaissance de l'autre. Enfin, en tout cas, voilà mes premières réactions. Merci beaucoup pour ces réactions. Je pense que il y a quelque chose qui a été dit hier, notamment par le président de la République, c'est le besoin de s'attaquer au système, aux infrastructures, et s'assurer que ces infrastructures fonctionnent pour l'accès à l'information fiable. Et ça me fait une transition toute trouvée pour me tourner vers vous, Rebecca McKinnon. I switch to English. But Wikimedia, so you work for Wikimedia. Wikimedia supports access to reliable information, notably through its most well-known encyclopedia. Vous êtes conseillère spéciale, plaidoyer mondial, Fondation Wikimedia, Rebecca McKinnon. De nombreuses entreprises technologiques qui sont du côté du savoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites comme travail sur les médias? Merci Camille, merci au forum de cette invitation en tant que représentante de Wikimedia, la fondation Wikimedia. Vous avez parlé d'une entreprise et je veux souligner l'idée que la fondation Wikimedia, que nous sommes une ONG qui soutient Wikipédia. Il n'y a pas d'employés à Wikipédia. La fondation Wikimedia a été créée après Wikipédia. Wikipédia existait déjà et donc il y a une forme d'organisation qui aide à relever des fonds pour pouvoir créer l'encyclopédie en elle-même. Nous sommes dans un contraste flagrant vis-à-vis des grandes entreprises de technologie, puisqu'elles existent pour le profit, pour leurs actionnaires en particulier. Alors que nous sommes là pour servir, pour protéger les gens qui participent, qui contribuent à Wikipédia et qui participent à des projets similaires. Wikimedia est un bien public numérique comme Wikipédia, reconnu par les Nations Unies. Et j'espère que vous serez toutes et tous d'accord pour dire que les biens publics numériques font partie, comme les médias indépendants, d'un écosystème très important qui va survivre ou mourir ensemble. Wikipédia n'est pas une source primaire. Elle est fiable parce qu'elle cite des sources. Il y a toute une communauté de centaines de milliers de gens qui décident de qu'est-ce qu'une source fiable et qu'est-ce qui n'est pas une source fiable. Et sur toutes les pages Wikipédia, ils décident ensemble ce qui y figure, ce qui n'y figure pas. Si les éditeurs décident qu'il y a une source qui n'est pas fiable ou s'il y a une information qui ne cite pas de source, alors cette information est enlevée de la page. Malgré de nombreux défis qui nous sont lancés par de nombreux gouvernements et de personnes puissantes de par le monde, on continue à tenir cette ligne. C'est ça la différence entre Wikimedia et les entreprises qui sont tournées vers le profit.
Le business model, c'est tout d'abord la publicité ciblée qui cible les utilisateurs grâce à l'IA, grâce à des algorithmes pour amplifier des besoins particuliers. Et des personnes particulières sont ciblées par des messages qui vont leur convenir en particulier. Et il ne s'agit pas seulement de s'engager d'une manière ou d'une autre vis-à-vis du contenu, d'intervenir, mais c'est même une forme de provocation. C'est comme ça que fonctionnent ces médias, alors que on ne sait pas sur Wikipédia, on ne sait pas combien de personnes utilisent nos médias. Ce n'est pas ça notre cible. Malgré de nombreuses lois de par le monde qui essayent de nous forcer à utiliser et à prendre des données de nos utilisateurs. Nous sommes dans plus de 300 langages. Malheureusement, notre représentant francophone n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est à une rencontre de Wikipédia francophone. La modération du contenu n'est pas faite par des algorithmes, n'est pas faite par du personnel, mais ce sont des êtres humains qui sont élus par leur pairs et qui essayent de faire en sorte que les règles éditoriales soient respectées sur différents sujets. Tout ce qui est sur la science du climat, il y a beaucoup plus de règles pour savoir qu'est-ce qui est une source fiable que lorsque l'on parle d'un film au cinéma, par exemple. Et c'est de manière très granulaire, très bottom-up. Il y a de nombreuses ONG qui font partie de réseaux Wikimedia qui soutiennent Wikipédia dans différents sujets, différentes langues, différents contextes, y compris sur le changement climatique. Et ils travaillent avec des fondations et d'autres organisations de médias pour améliorer l'information sur le climat dans différents langages. The proverbial coalface of climate justice work. Just one quick example, and un exemple rapide, et ensuite on pourra en parler un peu plus. On pourra parler de la COP, par exemple, mais l'Alliance Wikipédia africaine fait partie, est composée de plusieurs Wikipédiens de par le monde qui ont un projet ensemble, un projet de fondation, de cartographie de la science climatique avec des données ouvertes. Certains de ces éléments sont des biens numériques communs. Et l'objectif, c'est d'améliorer la justice climatique, l'information sur la justice climatique dans le réseau des médias en français et dans leurs autres langues aussi. C'est une pratique qui n'est pas de haut en bas. Cela vient de l'énergie des volontaires individuels qui ont cette croyance passionnée que leur communauté, les locuteurs de leur langue ont besoin de plus d'informations et ont besoin de ce temps utilisé. Merci beaucoup. Un mot qui montre le commun entre vos interventions, c'est le mot public. On parle des biens communs, on parle des biens publics communs, on parle des médias publics, on parle de la relation avec le public. Et je pense que dans cette relation, on peut se demander comment est-ce que l'on sort de la bulle des experts, comment est-ce que l'on
n'arrive à atteindre le public pour trouver l'équilibre, expliquer quelque chose de très technique, de très complexe. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Comme nous l'avons déjà dit, à 2 semaines de la COP au Brésil, nous avons vu que le Brésil a mis la COP en haut de son agenda. Il y a eu l'initiative des Nations Unies sur l'information qui aura des éléments concrets à Belém. Est-ce que vos espoirs, vos vœux, les vœux que vous aimeriez ajouter à la COP pour les gouvernements qui y seront représentés, quels sont donc ces vœux, ces espoirs que vous avez? Je vais vous répondre. J'aimerais juste rebondir très rapidement sur ce que disait Rebecca McKinnon, parce que je pense que c'est très intéressant. C'est ce que nous avons en partage, la vérification des sources, la confrontation des sources, en fait, et la façon de parler et d'intégrer les experts pour parler au grand public. Tout ça aujourd'hui n'est pas une évidence. Je vais vous donner un exemple. On est partenaire, nous, de la semaine pour l'éducation aux médias qui est organisée par le CLEMI, et on explique à des élèves, à des étudiants ce qu'est justement la vérification d'une information et la confrontation des sources, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour eux. Donc l'éducation et la compréhension, la pédagogie sur la façon dont nous fonctionnons et pourquoi on peut se référer aussi à la production d'informations que nous proposons à travers nos institutions, je pense que ça fait partie des choses qui sont très importantes à faire. Sur la COP, pour revenir sur votre question, Camille, moi je crois qu'il y a 2 choses qui sont importantes, en tout cas pour nous en tant que réseau média. La première, je salue ce type d'initiative, je pense qu'on en a besoin, parce qu'on est dans un tel bain de contenu aujourd'hui, dans une saturation en fait de contenu, qu'il nous faut à certains moments mettre un grand coup de projecteur puissant en réunissant des personnalités et des dirigeants de haut niveau du monde entier pour se poser pendant 2 jours, 3 jours sur les grands sujets qui sont les défis auxquels nous sommes confrontés pour les prochaines années. C'est en ce sens que nous couvrons par exemple la COP, de la même manière que nous avons couvert l'ONUC en juin, la conférence des Nations Unies pour l'océan, parce qu'on a besoin à un moment donné de se réunir. Vous savez, moi quand j'ai commencé dans cette industrie il y a 20 ans, il y avait 7 chaînes en France. Je prends la chaîne, le paysage médiatique français, 7 chaînes gratuites. Aujourd'hui, vous en avez 27, vous avez une dizaine de réseaux sociaux et vous avez 12 plateformes de streaming. Donc vous voyez à quel point l'éditorialisation et le fait de faire émerger et faire ressortir certaines informations est absolument crucial, parce que sinon on n'y voit plus rien. Et la deuxième chose sur laquelle nous sommes attentifs, c'est de pouvoir balayer justement les sujets qui nous permettent d'avancer. Parce que comme vous l'avez dit Camille, il faut qu'on parle du problème de la désinformation climatique, mais il faut aussi qu'on parle des moyens, de ce dont nous avons besoin, de ce dont nous avons besoin. Je pense que c'est un sujet aussi pour Wikimedia. La production d'informations de qualité, elle coûte cher, elle va coûter de plus en plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de plus en plus de ressources, notamment pour combattre la désinformation. On a besoin de gens pour faire du fact-checking, et on a aujourd'hui des postes à temps plein. On a besoin de former nos journalistes. Vous parliez de la façon de toucher le public. Pour toucher le public, et notamment le public jeune, il faut que les journalistes se forment aussi aux nouvelles manières, aux nouvelles narrations qui vont permettre de toucher ces cibles là où elles sont, c'est-à-dire sur les plateformes et les réseaux sociaux. Et le dernier point, c'est que le modèle économique, pour le coup, nous dépendons du public. Vous avez un modèle qui est différent. Mais il n'y a plus de perspective de croissance ailleurs que sur ces financements publics, si ce n'est à travers des initiatives comme le FID, qui sont également des initiatives qui nous intéressent et qu'on salue pour ce qu'elles permettent d'envisager pour l'avenir. Merci beaucoup, je suis désolé, on est un peu pris par le temps, mais je pense qu'en effet la question des ressources est cruciale dans cette conversation, et on le voit à quel point le camp d'en face, celui qui propage la propagande, la désinformation, est à la fois mieux financé, mais surtout est peut-être de manière plus dangereuse, mieux organisée. Et il faut que vraiment ceux qui se battent pour l'accès aux faits soient mieux financés, mieux organisés. Laurence Lubiana, en quelques mots sur la COP. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais me concentrer sur l'enjeu et l'initiative formidable d'ailleurs que le Brésil a pris
à son G20 et maintenant d'avoir vraiment un segment et des personnes en charge de la désinformation au sujet du climat. C'est la première fois qu'on va traiter ce sujet de façon officielle dans la COP. Il y a d'ailleurs une initiative vraiment importante pour the UN Global Initiative for Information Integrity on Climate Change that is launched by UN, UNESCO and Brazil. And I think it's really crucial Et je pense que c'est très important parce que cela doit faire partie de ce qui fait partie de la gouvernance. Lorsque l'on fait face à du déni, à du climato-scepticisme, il y a énormément d'argent, énormément d'organisations derrière tout cela. Je suis sûr que l'on peut combattre ceci grâce aux scientifiques, grâce aux médias, grâce à nos citoyens. Et j'ai confiance en nos citoyens. Je pense que la plupart des pays dans le monde sont inquiets du changement climatique et ont besoin de ces informations. C'est un combat entre les monopoles et les citoyens d'une manière ou d'une autre. Et donc je soutiens cette initiative dont j'espère qu'elle fera partie formellement de la COP et qu'elle sera une décision sur qui est intègre, à qui nous pouvons faire confiance, à quel type de médias nous pouvons faire confiance. Merci. Beaucoup et en effet comptez là aussi sur nous et puis nos partenaires de l'ONU pour porter cet agenda au plus haut niveau à Belém. Rebecca, for some final remarks on, is it only a question of resources? Rebecca, est-ce que c'est seulement une question de ressources ou est-ce qu'il y a aussi ce que Laurence disait, les monopoles contre le peuple, contre les gens? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Laurence a dit sur les citoyens. Selon nous, cette énergie vient directement des communautés. Par exemple, Wikimedia au Brésil, cette communauté indépendante affiliée basée sur le Brésil, c'est le Climate Justice Working Group, le groupe de travail de combat pour la justice climatique, qui travaille d'arrache-pied avec les entités des Nations Unies, avec des gouvernements, et fait partie d'un groupe interdisciplinaire pour faire la revue de ces désinformations sur le climat, pour combler les manques, pour ramener les informations correctes sur le devant de la scène. Et tout ce qui est rapporté, tout ce qui est traduit, tout ce qui est informé. Alors, je veux dire quelque chose sur les politiques publiques maintenant. Les médias indépendants, d'intérêt public et le fonds l'IFPIM disent la chose suivante. Il est très important de penser aux politiques publiques, aux régulations, et de demander à ces entreprises de prendre en compte les conséquences de la désinformation. Faire attention à ne pas y attraper les dauphins dans les filets. Maintenant, je pense qu'il faut des réglementations intelligentes et donc ce que je veux, c'est que mes alliés, mes amis entendent. Il faut des propositions de régulation, de réglementation. Il faut proposer des lois, des traités, sans imposer pour autant des obligations sur les technologies d'intérêt public, sur les plateformes digitales d'intérêt public comme Wikipédia, ce qui nous forcerait à intervenir au niveau de la gouvernance des communautés elles-mêmes. Ça ne serait pas bon pour l'intérêt public. Donc il faut que ces réglementations, ces régulations soient intelligentes, soient nuancées et ne soient pas contre-productives.
Merci beaucoup. En conclusion, je pense que l'on peut être d'accord sur une chose. Le mot équilibre, comment rééquilibrer le pouvoir entre la liberté d'expression, l'innovation, ce que les citoyens peuvent apporter sur le devant de la scène. Nous avons un rapport qui va sortir bientôt sur l'information, la mésinformation climatique extrême. Et nous espérons que ce genre de rapport puisse nous apporter des choses à l'aune de la COP. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir rejoints ce matin pour ce qui était une discussion non pas seulement théorique mais très pratique, et j'espère que nous allons venir tout cela. Et maintenant nous allons laisser la salle pour le deuxième panel sur l'IA. C'était un panel excellent. Maintenant, nous allons passer au panel suivant sur les liens entre l'intégrité de l'information et l'IA. Maintenant, je voudrais accueillir Nishan Lalwani ainsi que les autres panélistes. Bonjour à toutes et tous, merci d'être ici aujourd'hui. Cela devrait être une conversation assez simple. Ce n'est pas une conversation qui nous inquiète du tout, n'est-ce pas? Je m'appelle Nishan Lalwani, je suis ravi de modérer ce nouveau panel. Nous avons Luc Dockendorf, ambassadeur pour la cybersécurité et le numérique du Luxembourg. C'est la deuxième fois que je vous vois en 2 jours. Vous avez travaillé sur la diplomatie multilatérale. Je vous présente aussi Mélanie Hui, présidente directrice générale de Luminate, qui est une organisation philanthropique qui accueille les droits humains et la justice sociale. Ensuite, nous avons Paola Miraglia, fondatrice et directrice générale, Momentum Journalism et Tech Task Force. Et Dr Chico Guitao, directeur général de Kala, une entreprise qui soutient l'innovation dans l'agriculture, la technologie et l'éducation en Afrique. Merci à toutes et tous de nous rejoindre aujourd'hui. L'IA, et en particulier l'IA générative, crée des opportunités, mais je pense que beaucoup d'entre nous ici sont inquiets sur les risques que l'IA peut représenter. On parle d'opportunités, on va parler des actions positives que nous pouvons faire, mais je voudrais commencer par les risques et les inquiétudes. Paola, nous allons commencer par vous. Vous avez fondé une plateforme numérique journalistique basée au Brésil. Comment est-ce que tout cela impacte la viabilité du journalisme? Merci, bonjour. Je veux montrer 3 points en particulier. Tout d'abord, un point très pratique. Nous sommes sujets à l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un prompt
Et vous recevez des réponses dont font partie de nombreuses sources différentes. Vous n'avez même pas besoin d'aller cliquer sur les médias pour pouvoir avoir l'information des médias, puisque l'IA va chercher pour vous, et donc il n'y a pas de trafic sur leur page. Cela fait que les personnes ne vont pas dans les médias directement, ils y vont par le biais de l'IA, et donc c'est une source de revenus qui disparaît. Et que ce soit au sud global ou au nord global, il y a une crise. Ensuite, il y a les incidents sur le marché. Il y a un marché concentré en France notamment. Ce qu'on voit, c'est une consolidation accélérée de ces marchés avec le risque du captage des médias par le politique, la religion, le commerce, les entreprises. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des organisations qui dépendent de plus en plus de publicités qui sont liées au paris, ce qui est dangereux, évidemment, on le comprend. Et puis, dernier point, qui touche à la nature de la relation entre les médias et les plateformes technologiques. Il y a une dépendance structurelle et cette dépendance est imposée, c'est ancré. Les plateformes sont l'intermédiaire entre nous, les médias, et les lecteurs. Ils contrôlent la distribution sans aucune transparence et nous n'avons aucun contrôle, aucune voix au chapitre pour ce qui est de la distribution de notre propre contenu. Et il y a donc une asymétrie importante de pouvoir. Ces entreprises ont accumulé une puissance inégalée dans l'histoire humaine et des organisations médiatiques sont sous pression et vivent une crise historique de l'autre côté. Donc vous voyez bien l'asymétrie de pouvoir. En conséquence de quoi, nous avons des accords de licence signés entre les entreprises d'IA et les agences de médias qui ne sont pas égaux, qui ne sont pas justes. Ce sont des traités léonins et cela détruit tout l'écosystème. Merci beaucoup, Paula. Chico, on a parlé de contrôle par les médias et par le passé, vous disiez que si les Africains ne prennent pas contrôle des discours, ils seront oubliés dans l'IA. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. En 2023, il y a eu l'émergence de ChatGPT. Un ami qui travaillait à Oxford a fait une étude en demandant à Midjourney, ChatGPT, en leur demandant de produire une image d'un médecin africain qui traitait un enfant blanc. Et on voyait Hassan Goma, une espèce de docteur, de médecin traditionnel. Et puis, encore plus absurde, on a vu une girafe. Pourquoi? Parce qu'il y a un film qui se passe en Afrique, Madagascar, et la girafe était souvent traitée par des médecins. Donc, par la suite, on s'est dit, l'IA a progressé, peut-être qu'il y a une meilleure représentation de certains pays, comme les pays africains, et j'ai fait la vérification, encore une fois, et j'ai testé les 5 services et il y a des mauvais résultats sur les 5. J'ai demandé à d'autres de renouveler l'expérience et ceux qui créent les cartographes m'ont dit que l'IA générative ne pouvait pas identifier les pays sur une carte. Mais même les cartes qu'ils produisaient de l'Afrique étaient fausses. L'Égypte n'était pas au bon endroit, le Maroc, le Rwanda, pareil. Et la géographie des pays avait été redessinée.
D'aucuns disaient donc, voilà de retour au 19e siècle où on a redessiné la carte de l'Afrique. Et voilà l'état des lieux de l'IA générative en 2025. Il faut donc défendre le statut de l'Afrique activement pour définir les conversations de l'IA autour de l'Afrique, mais aussi construire des modèles à partir de l'Afrique pour l'Afrique. Il y a plusieurs manières de faire. Tout d'abord, en travaillant sur les talents, l'informatique, les données, les marchés et la gouvernance. J'insiste sur le dernier point, puisqu'il y a eu un panel précédent là-dessus. Il nous faut que nos décideurs politiques comprennent intimement ce que implique la gouvernance de l'IA. Et il y a la réglementation, évidemment. Il nous faut des garde-fous, de la réglementation pour protéger nos données, la confidentialité, les personnes, mais bien sûr, sans freiner l'innovation. Il nous faut ensuite des talents, des recrues. Le plus grand discours sur l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de talent informaticien en Afrique. Je suis heureuse d'être à Paris, ici même. Eh bien, à Paris, il y a beaucoup de talents informaticiens africains. Et je parle de sources sûres. Aux États-Unis, il y a de nombreux informaticiens africains. Donc, il y a une diaspora importante. Il y a assez de talents sur le continent africain. Nous venons d'appeler les femmes dans la recherche IA. Nous avons reçu 700 réponses de chercheuses au niveau master et du PhD, doctorat. Donc, il faut agir. On ne peut pas se limiter au discours. Donc, j'encourage mes amis africains et tous ceux qui travaillent sur le continent africain et qui s'y intéressent à agir, parce qu'il faut le dire comme je le dis ici, mais si nous n'avons pas de résultats tangibles, de données empiriques, eh bien cela ne fonctionnera pas. Et puis finalement, nous avons encore les jeux de données. Je passerai à autre chose ensuite, mais les jeux de données, c'est très important pour l'Afrique parce que seulement 2% des centres de données sont sur le continent africain. C'est un continent avec plus de 2300 langues. Il n'y a que quelques langues qui sont représentées. Donc, tout ce qu'on voit qui est généré par l'IA générative ne représente que 2% de l'Afrique, les langues parlées en Afrique. Donc, il faut changer cette situation. Si on fait des tests. On a fait des tests sur les modèles américains, les modèles chinois. Chaque modèle se trompe sur l'Afrique parce qu'ils ne sont pas éclairés par nos propres jeux de données. Donc, il nous faut recueillir des données sur les faits et les langues, mais plus important encore, et je continue de le dire, j'ai parlé de l'IA hier, c'est bien plus que la traduction, c'est le contexte culturel. Nous sommes extrêmement culturellement riches, nous avons des cultures diversifiées et plurielles. Donc, si on ne représente pas cela et n'intégreront pas ça dans l'IA, cela ne représentera pas l'humanité, en tout cas pas l'Afrique. Merci pour vos discours sur les faits. Mélanie, vous avez travaillé sur l'impact des technologies sur la société. Donc, comment est-ce que l'IA et les technologies émergentes génèrent des incidents sur la société? Merci. Eh bien, je pense qu'il est manifeste que nous vivons dans une économie de l'attention, une économie où la ressource rare, c'est l'attention. Et les entreprises privées rivalisent pour la contrôler. Ils le font en utilisant l'IA, les algorithmes. C'est une concentration de pouvoir qui se dessine devant nous, sans précédent, et elle corrode les droits de l'homme. On a parlé des incidents sur les droits de l'homme de l'IA. Donc, les grands défis, les grandes problématiques, c'est que les systèmes récompensent l'attention plutôt que
vérité. On en a parlé très bien. Il déshumanise le journalisme et cela va encore être aggravé par les recherches alimentées par l'IA. L'IA générative, on voit très bien, la Direction générale des développements va supercharger, si on l'en veut, la dissémination de la désinformation et en l'exacerbant. On en a beaucoup parlé. Le dernier panel a donné un certain nombre d'exemples sur comment l'IA a un impact sur le changement climatique. Le GIEC, le plus haut niveau d'information sur le climat de l'ONU, le GIEC a proposé une certaine catégorie d'informations sur le climat. Il y a quelques jours, le secrétaire général nous a dit que nous avons dépassé le seuil d'1,5 degré de réchauffement. Tous ceux qui ont travaillé avec différents acteurs dans le monde de l'IA savent, en ayant détricoté les algorithmes, en ayant analysé les réseaux d'information, d'influence, le savent bien. Il y a des avantages, évidemment. Chico le disait très bien, les avantages de l'IA, notamment pour la vérification des faits. Tout cela peut être rendu bien plus simple par l'IA. Mais pour que cela soit vrai, il nous faut reconnaître que aussi longtemps que les plateformes profiteront du capitalisme de surveillance, l'intégrité informationnelle sera en danger et la confiance également. Et cela est lié à la résolution de tous les problèmes afférents à ce domaine. C'est à ça que nous devons ensemble nous attaquer. Merci beaucoup. Donc, certains appellent à la réglementation, même les technologies, les entreprises de technologie appellent à la réglementation et des pays aussi comme le Luxembourg. Quels sont les obstacles? Sont-ils politiques, techniques, institutionnels? Merci beaucoup, Nishant. Alors, il y a plusieurs facteurs, notamment politiques. Je suis fonctionnaire, donc j'aimerais commencer par le plus simple. Les éléments les plus simples mettent tout le monde d'accord, ici, je crois. Une question de compréhension médiatique et technologique. Il faut former les fonctionnaires pour qu'ils comprennent les enjeux. Il y a un certain nombre de formations de très haut niveau, des cours sur l'IA. Nous avons une foultitude d'initiatives. Il y a ensuite la question des capacités indigènes pour appliquer tout cela. La France, le Luxembourg se sont dotés de laboratoires de technologie pour nous assurer que nous développons nos propres scientifiques qui puissent développer ces systèmes. Mais il y a encore des lacunes, des insuffisances dans les pays du Sud. Il y a des solutions multilatérales. Certaines grandes agences y travaillent. Et puis ensuite, il y a la question de la stratégie générale. Mais il y a un sujet encore plus important encore, la préservation de notre capacité de réflexion. Nous devons protéger toujours l'intérêt général et nos souvenirs, le contrat social, assurer que chacun puisse vivre des vies heureuses. Les autorités publiques doivent protéger tous les droits humains, économiques, culturels, politiques, etc., et le droit de chacun à un environnement pur et sain. C'est important parce que nous avons vécu 45 ans de néolibéralisme qui a eu des influences à tous les niveaux de l'État et nous avons vu des États qui étaient impuissants à résoudre les problèmes. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet, Maria Conato notamment, qui en a parlé. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer aux perspectives, les solutions. Vous avez parlé du fait que seuls 2% de l'Afrique était représentée en ligne. Que faut-il pour assurer que l'Afrique est un avenir numérique et ainsi répondre aux grands défis du moment? It's not working. Is it? Okay. Ça fonctionne? Très bien.
Merci pour cette question. J'ai parlé des 5 piliers, mais bien sûr, l'ambassadeur a parlé du fait qu'il faut conscientiser les esprits autour de l'enjeu de l'IA. Il faut développer des talents, des docteurs, des chercheurs comme moi-même, mais aussi les personnes qui sont chargées de recueillir les données, les étiqueter, les dépoussiérer, les nettoyer. Donc tout ça, c'est du travail à faire. Et bien sûr, là, c'est plutôt le bas de l'échelle. Bien sûr, les docteurs doivent être à l'œuvre aussi. J'aimerais vous donner un exemple de mon père, qui est pasteur catholique. Et je lui explique, voilà, mon travail concerne l'IA. Il me demande, qu'est-ce que c'est l'IA? Et je ne lui ai pas expliqué, c'est l'antéchrist pour toi. Et lui a pu utiliser un outil de l'IA pour analyser la Bible. Et il m'a dit, c'est magnifique, c'est magique, je peux vivre la Bible telle qu'elle l'était à l'heure de Jésus. Et on voit très bien que les personnes doivent replacer l'IA dans son contexte. Quand je parle aux ministres et à d'autres, je demande combien de médecins vous avez dans vos pays. Il y a des rapports médecins-patients très importants, ou très bas plutôt dans certains pays. Et je leur dis, et si ces médecins avaient été outillés par l'IA, cela rendrait leur travail bien plus efficace. C'est ça la base du travail. On peut créer des modèles, mais il faut d'abord saisir la puissance de l'IA. Et il faut aussi replacer chaque chose dans son contexte. Comprendre le médecin qui travaille dans un environnement pauvre en ressources, le pasteur qui peut montrer à son public qu'il n'est pas l'antéchrist, que l'IA n'est pas l'antéchrist, ou d'autres qui peuvent montrer voilà à quoi ressemble l'osmose dans le monde africain, pas dans le monde contrôlé par les Américains ou d'autres. Ensuite, il faut l'action collective de recueil des données. C'est cher, c'est onéreux, c'est lent, chronophage, personne ne veut le faire. Les grandes entreprises de la tech ne veulent pas investir sans y être invitées ou encouragées. Ils n'ont pas de raison de le faire parce que le marché africain n'est pas encore un grand marché pour eux. Mais cela ne sera pas toujours le cas. Donc, il faut maintenant investir pour l'avenir. Il faut investir maintenant. Et il faut penser 100 ans à l'avance. Le continent africain sera toujours le plus grand continent dans le monde. Et pour s'assurer de revenus futurs, il faut investir maintenant dans les jeux de données, dans le marché, pour construire les infrastructures nécessaires sur le continent africain. Merci. Chico a parlé d'infrastructures, de collecte des données. Quelle politique pour un avenir prospère pour les journalistes? Eh bien, je viens d'un pays de 200 millions d'habitants, pays qui a un système de santé universel du système fédéral jusqu'aux petites municipalités de quelques milliers d'habitants au Brésil. Donc, il n'y a pas de raison de croire que nous pourrons créer des politiques qui transforment la vie des personnes quant à l'intégrité de l'information. Je le dis parce que nous avons longtemps pensé que le sujet était trop complexe pour le résoudre sur le plan de la décision politique. Je ne le pense pas. Je pense que le Brésil va approuver un modèle IA et des règles sur l'IA qui peuvent profiter aux informations médiatiques, aux organisations médiatiques, en assurant qu'ils seront payés dûment par les plateformes de la tech qui utilisent leur contenu, leur production. Jusqu'ici, ils les utilisaient sans rémunération aucune. Ce que nous apprenons, c'est que la législation est essentielle. Elle peut créer des frictions contre, des pressions plutôt contre les plateformes de la tech. C'est comme ça que l'on réarrange la table des négociations. Il faut aussi prendre en compte les marchés. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie sont des marchés importants et intéressants. Nous travaillons ensemble sur plusieurs fronts.
réglementaire, développement technologique, mais aussi l'apprentissage autour de l'IA et tous les incidences sur la concurrence. Il y a beaucoup à faire en matière de coopération internationale. Et puis, finalement, il y a l'opportunité pour un nouveau multilatéralisme, de nouveaux enjeux pour de nouveaux multilatéralismes pilotés par le Sud, mais aussi un multilatéralisme honnête sur ses intérêts, ses objectifs, qui l'on accueille et qui l'on rejette. Un multilatéralisme qui prend les rênes, qui nous donne la gouvernance nécessaire, qui prend en compte le monde d'aujourd'hui et qui prenne en compte nos intérêts. Ainsi, nous pourrons développer des solutions locales, mais aussi des solutions planétaires. Sans cela, nous aurons un multilatéralisme injuste et nous n'y sommes pas intéressés. Et ensuite, j'aimerais parler d'une dernière dimension. Nous avons parlé d'infrastructures publiques beaucoup. Ce n'est pas quelque chose que l'on construit en un jour, en une nuit. C'est un investissement à long terme, elle est liée à la souveraineté numérique. Intrinsèquement, nous le comprenons très bien et cela est un fait de plus en plus marquant, notamment dans le cadre géopolitique actuel. Les pays doivent comprendre qu'il faut construire ce type d'infrastructure, mais ils en sont capables. Ils peuvent le faire même en apprenant les uns des autres. Merci pour ces mots très sages et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mélanie. On a travaillé sur les changements de système plutôt que des solutions à court terme. Vous avez soutenu le Fonds international. Merci d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre approche et pourquoi? Eh bien, commençons par le monde idéal. Nous voulons que les marginalisés aient des droits défendus, que chacun puisse avoir voix au chapitre dans ce monde de plus en plus numérisé. Et évidemment, il n'y a pas de solution facile à ces problèmes importants. Nos travaux chez Luminate sont à l'intersection du numérique et des droits de l'homme. Notre approche est écosystémique et j'ai beaucoup apprécié les interventions de mes collègues. Nous valorisons l'investissement dans ces infrastructures. On en a eu des exemples. Un champ plus large, constitué de plusieurs acteurs, différents espaces, ainsi redistribuant le pouvoir dans cette économie de l'attention. Voilà exactement ce que l'on fait. Nous travaillons avec un bouquet d'acteurs et de gouvernements qui peuvent nous aider dans un esprit collectif à bâtir une infrastructure. Nous savons qu'il nous faut nous adapter, apprendre, puisque nos solutions actuelles peuvent ne pas fonctionner pour tout. Et puis, il y a aussi la question du risque, du capital risque pour les philanthropes. Donc, il y a d'une part l'investissement à long terme dans l'infrastructure, mais il faut aussi développer les bonnes tactiques stratégiques, par exemple les poursuites judiciaires pour faire appliquer la loi, se rapprocher de l'échelon local, investir dans des groupes émergents, des tactiques émergentes. Et puis, on va au-delà du financement. C'est important, nous savons que il faut débloquer les ressources, il faut attirer l'attention dans un monde où l'on rivalise pour l'attention donnée à différentes crises. Effectivement, il faut rassembler des coalitions d'acteurs qui sont volontaires pour travailler sur ces sujets, pour résoudre les problèmes précités, c'est-à-dire le droit de chacun à avoir un contrôle de sa vie. Et il faut avoir une approche systémique, comprendre que les systèmes sont comme l'ADN. C'est pour cela que nous avons été ravis de soutenir l'initiative que vous avez mentionnée. Participer au travail sur l'infrastructure, c'est la pièce manquante, véritablement, le rôle de coordinateur des investissements sur l'intégrité, notamment dans les contextes des pays en développement. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Il faut évidemment éviter l'érosion des droits dans cette région. Les systèmes évoluent et continuent d'évoluer rapidement. Merci beaucoup, Mélanie. Je vous remercie encore. Cette vision est tout à fait pertinente. Le président Macron a dit hier que IFPIM et le Forum pour la démocratie représentent les pièces manquantes,
l'infrastructure manquante dans ce champ-là. Donc, merci pour cela. Paula a parlé du multilatéralisme qui devait changer. Comment est-ce qu'on peut, par la coopération, protéger l'intégrité? Eh bien, je commencerai par un point d'accord. Le multilatéralisme est indispensable. C'est la réponse de l'humanité face à des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un acteur. Kofi Annan avait une phrase éloquente là-dessus. Il nous faut donc une action collective. Il n'y a pas d'alternative. C'est une intelligence collective aussi. Nous avons bâti un corpus de connaissances, mais aussi de corpus législatif, contraignant et non contraignant, pour nous aider à agir afin de créer un espace juste pour chacun. Malheureusement, ce n'est pas parfait puisque les acteurs malveillants continuent d'essayer de truquer le système, mais nous avons les tendances de notre côté. Il faut aussi tenir tête au pouvoir. Le secrétaire général l'a fait en disant que les puissants n'étaient pas à la hauteur. Nous avons franchi les seuils, 1,5 ou 2 degrés, le génocide à Gaza. Il nous faut tenir tête au pouvoir, aux puissants. C'est important. Et puis, il y a un large cadre pour la coopération internationale. Au-delà de l'ONU, nous avons agi sur l'IA en 2021, l'OCDE aussi à Paris, qui a beaucoup agi, le Conseil de l'Europe, les discussions à l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme et d'autres institutions publiques qui agissent aussi à leur niveau. Ils agissent patiemment pour cheminer et nous devons travailler avec différents groupes aussi, la société civile, la diplomatie track 1.0 ou track 2.0 comme on l'appelle. Et tout cela, ce sont des voies d'action. Merci. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas le temps, donc nous passons à la dernière question sur l'avenir du journalisme. Mais nous vous réinviterons pour poursuivre les discussions. J'aimerais remercier les panélistes, les intervenants, j'ai beaucoup appris, notamment Paula parlait d'une question qui fédère le Nord et le Sud. Les dirigeants du Sud ont une véritable crédibilité puisqu'ils ont vécu tous ces problèmes et ont développé de la résilience. Chico nous a dit que l'IA a des références animées bien plus nombreuses pour le Nord que pour le Sud. On a entendu parler de la girafe de médecins. Et il faut donc développer des jeux de données formés à partir de l'Afrique. Ensuite, nous avons entendu qu'il était nécessaire de trouver un équilibre des avantages et désavantages de l'IA. Mélanie vous a parlé du rôle du capital philanthropique. Il y a plusieurs voies, notamment les poursuites judiciaires. Et il y a eu des preuves de l'avantage à cela. Ensuite, Paola, vous avez parlé de friction, de pression qui peuvent avoir une influence positive sur la négociation. Donc on voit là un changement d'approche par rapport à il y a 20 ans. Et ce que j'ai appris surtout, c'est que vous avez expliqué à un prêtre que l'IA n'était pas l'antéchrist. Image intéressante. Donc merci pour cette discussion. Et je dirais pour conclure qu'il y a ensuite des conférences importantes sur le sujet au Danemark, le 11 et le 12 novembre. Le gouvernement danois et les organisations internationales médiatiques vont organiser une conférence. Merci. L'IFPIM sera là. Merci de nous avoir écoutés.